Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la matière qu'il nous reste. Donc, on va faire probablement les pages 13 jusqu'à 22, 23. On verra. Il n'y a pas de stress. Donc, à la dernière vidéo, on avait vu principalement l'acte d'union, donc la fusion du Haut et du Bas-Canada, fusion législative. On passe de deux chambres d'assemblée, de deux conseils exécutifs et conseil législatif à une chambre d'assemblée, un seul conseil exécutif, un seul conseil législatif, etc. On avait vu aussi l'acte de l'Amérique du Nord britannique qui a été causé principalement par l'instabilité ministérielle de un, donc le fait qu'on a eu 10 gouvernements qui se sont enchaînés, et aussi euh, le fait qu'on a eu la fin du traité de réciprocité avec les Américains parce que le Royaume-Uni avait supporté les États sudistes qui ont perdu la guerre de sécession. On avait vu ça, on avait vu aussi justement les priorités de McDonald's, son désir de s'étendre dans l'Ouest, et aussi les différentes lois sur les Autochtones qui vont être pour la plupart assez négatives envers les Autochtones, évidemment. Et on avait terminé aussi, on était revenu sur la Première Guerre mondiale, dans le fond, et le statut particulier du Canada à cette époque, qui, je vous le rappelle, donc le Canada n'était pas encore un pays complètement indépendant, c'était un dominion, donc il avait son propre gouvernement interne, mais tout ce qui était relations externes, relations extérieures, relations internationales, c'était le Royaume-Uni qui gérait pour le Canada. Et donc, ce qui va amener le statut de Westminster, qui va donner l'indépendance internationale au Canada. Bon, je résumais vite, vite. Vous m'excuserez, mes mains ne sont pas très, très propres comme ça en voyant. J'ai fait de la mécanique, c'est difficile d'enlever de l'huile. Alors, on continue. On va parler maintenant donc la deuxième phase d'industrialisation. Alors, il faut comprendre en fait que la première phase d'industrialisation, c'était dans les années 1840-1850 et c'était en fait vraiment la découverte des moteurs à vapeur, l'exploitation des moteurs à vapeur, l'industrie du textile, ok, qui va vraiment chambouler la façon dont le monde fonctionnait. Je vais vous donner un exemple simple. On va s'imaginer les souliers. Donc, avant la révolution tranquille, mon Dieu. Avant la première phase d'industrialisation, on avait les fabricants de souliers qui étaient considérés comme des artisans, qui étaient formés dès leur jeunesse. Donc, c'est quelque chose qui prenait beaucoup d'expertise. C'est pas n'importe qui peut venir comme ça et faire des bonnes chaussures. Et donc, ils devaient tout faire à la main, devaient tout tracer à la main, tout fabriquer eux-mêmes, coudre, coller, ce que vous voulez. Mais tout le processus est fait de A à Z à la main. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que la majorité du processus est fait à la main et donc la capacité de production est limitée. Parce qu'évidemment, un être humain, voilà, les artisans expérimentés, ils pouvaient peut-être faire une vingtaine, une trentaine de paires de souliers par jour, et vraiment. Donc, c'est pas des grands chiffres. Alors que là, une fois qu'on ramène la machine à vapeur, on ramène une industrie d'usine, on va ramener tout ce principe-là de produire de la production de masse et ça va vraiment chambouler la façon qu'on voit le travail. Évidemment, il va y avoir un exode rural, les gens vont aller dans les villes, ils vont commencer à travailler dans les usines, etc., etc. Donc, la première phase d'industrialisation, c'était le moteur à vapeur. La deuxième phase d'industrialisation, ça va être surtout au niveau de l'électricité. Donc, c'est vraiment le changement vers les ampoules qu'on a mis lumière à l'huile et tout, les lumières qu'on faisait avec du feu, des torches, etc., à l'électricité, par exemple. Donc, évidemment, au Québec, on a une ressource qui est extrêmement puissante, c'est l'hydroélectricité. Donc, l'hydroélectricité, ben, c'est ça, hein, c'est que on a beaucoup de territoires, on a beaucoup de ressources d'eau, et il faut les exploiter, mais le moteur électrique, c'est une technologie qui est complexe et qui est coûteuse. Donc, à chaque fois qu'on a une nouvelle technologie, c'est toujours ça. Au début, elle est extrêmement chère parce que justement, elle est nouvelle.
Mais après, au fur des années, au fur et à mesure qu'on fait des développements et qu'on évolue, et qu'on fait des découvertes, eh bien, on réussit à baisser le coût pour que ça se devienne plus efficace en plus. Donc, les barrages hydroélectriques, ce n'est pas quelque chose qui se construit du jour au lendemain, évidemment. Et c'est pas, et au Québec, on n'est pas vraiment choyé en termes d'expertise, donc on n'a pas les plus grands experts ou quoi. Donc, il faut avoir une main-d'œuvre qui est qualifiée, qui est spécialisée et qui est formée. Donc, ça viendra, mais au début, ce n'est pas vraiment aussi évident que ça de pouvoir construire les barrages hydroélectriques. Autre chose aussi au Québec qui est assez utilisée, donc les secteurs de production, l'industrie lourde, donc l'industrie de pâte et papier. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire qu'au Québec, on a beaucoup de forêts, etc. On a une grande surface forestière et donc, ça va être mis à profit dans l'industrie des pâtes et papier et aussi dans l'industrie qu'on appelle électro, donc électro-électrique, et métallurgique, métallurgique du métal, donc l'aluminium. Donc, l'aluminium, l'industrie chimique, l'industrie minière, l'électricité, c'est surtout des types de produits, des secteurs de production qui va nous intéresser au niveau du Canada. Donc, évidemment, ces capitalismes-là, ça, c'est la forme du capitalisme. Donc, c'est un entrepreneur qui va lancer quelque chose, qui va avoir une usine, qui va employer des gens, etc. et qui va évidemment se faire de l'argent. Et donc, on aura aussi évidemment, donc là, je me passe ici vite, vite, capitalisme industriel, donc les chefs d'entreprise, les patronats, donc la bourgeoisie d'affaires canadienne va se faire beaucoup d'argent. Les investisseurs étrangers, surtout les Américains, vont beaucoup venir au Québec et profiter des ressources qu'on a pour lancer leur business, dans le fond. Et il y aura aussi ce qu'on appelle le capitalisme de monopole. Donc, quand tu as un monopole, ça veut dire que tu gères la majorité des secteurs. Je vous donne un exemple, dans le secteur des forestiers, ça veut dire que tu as le contrôle sur la plupart des territoires forestiers. C'est toi, ton entreprise, tu n'as pas vraiment de concurrent, tu es monopole, mono qui veut dire seul. Donc, c'est toi seul qui gères un grand territoire. Tu n'as pas de concurrence. Voilà. Donc, évidemment, tout ça, ça va amener de l'exode rural donc, et de l'urbanisation. Donc, l'exode rural, on le sait. Exode, c'est quand les gens quittent, on part. Et rural, c'est la campagne. Donc, les gens vont quitter la campagne face à cette vague d'industrialisation. Et on va voir ce qu'on appelle de l'urbanisation. Donc, l'urbanisation, il y a le mot urbain, c'est la ville. On peut donner aussi le terme l'étalement urbain. Donc, c'est que les villes vont prospérer, elles vont grandir, elles vont s'étaler, un peu comme quand vous étalez du Nutella sur votre toast. Donc, elles vont grandir parce qu'il y aura plus de gens qui vont venir. Et en plus de ça, dans ces années-là, donc vers la fin du 19e siècle, on va voir que la population du Québec est maintenant majoritairement urbaine. Donc, il y a plus de gens qui vivent dans les villes que des gens qui vivent dans les campagnes et les régions. Étant donné que plus de gens vivent dans les villes, ça va faire en sorte qu'il faut développer des services. Hein. À Montréal, ce n'est pas juste fait pour travailler. Donc, vous allez avoir des commerces, les cinémas, les grands magasins, les restaurations, l'électrification des villes. Donc, c'est sûr que si tu as la majeure partie de ta population qui est dans la ville, tu vas prioriser la ville pour l'électrifier. Donc, les tramways, les égouts, c'est important des égouts, les aqueducs et système de filtration, chloration d'eau, etc., les parcs, l'accès au crédit, les hôtels. Donc, la qualité de vie en ville va augmenter par rapport à celle qui est en campagne, qui va plus ou moins stagner en fait. Parce que dans la ville, justement, on progresse, on évolue, on développe. Ça, c'est important de comprendre que l'exode rural, le fait que les gens quittent la campagne pour la ville, c'est parce qu'à la ville, il y a plus d'opportunités d'emploi. Parce qu'à la ville, il y a plus d'entrepreneurs qui se lancent dans diverses entreprises et donc qui qui ont un projet, donc qui vont employer des gens, etc. Parce on va voir l'apparition de ce qu'on appelle la classe ouvrière, donc les gens qui travaillent à l'usine. La majorité du temps pour un salaire de misère, mais c'est mieux que la campagne. Et évidemment, vous avez dans la hiérarchie des payes, je veux dire, vous avez l'homme, vous avez la femme qui travaille pour à peu près la moitié du salaire de l'homme,
Et dans certains endroits, vous avez même des enfants qui travaillent, qui vont, eux être payés le quart du salaire de l'homme. Donc, si l'homme gagne 1 $, la femme va gagner peut-être 50, 55 sous, et un enfant va peut-être gagner 20 à 25 sous de l'heure. Je dis bien de l'heure. Évidemment, les temps ont changé. On continue. OK. Maintenant, au Canada, partie 2, 1867 à 1930, le contexte social et les mouvements de population. Je vous avais parlé pendant la Première Guerre mondiale que le Canada n'avait pas eu le choix de déclarer la guerre. En fait, parce qu'elle suivait tout simplement le Royaume-Uni. Et ça, c'est un bon exemple pour vous montrer un petit peu c'est quoi les opinions qu'il y avait à cette époque-là. Donc, évidemment, dans l'ensemble du Canada, donc les provinces, ceux qui sont du côté des impérialistes, donc la majorité, c'est des Canadiens anglais. Donc, ils ont un attachement à l'Empire britannique, ils se sentent concernés, ils se sentent comme des Britanniques. Ils soutiennent l'Empire militaire britannique dans ces conflits. Donc, eux, quand le Royaume-Uni a déclaré la guerre, ils étaient comme contents, ils voulaient aider. Évidemment, ils sont pour l'assimilation, donc pro quelque chose, ça veut dire que tu es pour. Donc, ils sont pour l'assimilation parce qu'ils ont un nationalisme unilingue. Donc, pour eux, la seule langue, c'est l'anglais. Donc, on veut assimiler les francophones, puis on veut assimiler les autochtones. Ils veulent un gouvernement fédéral fort qui s'impose aux gouvernements provinciaux. Donc, à leurs yeux, le Canada et le fédéral du Canada est plus important que les provinces et doit les dominer. Et on parle par exemple de l'utilisation du pouvoir du désaveu. Je vous rappelle, le pouvoir du désaveu, c'est un petit peu un cheat code pour le Premier ministre parce que ça lui permet de mettre un veto sur n'importe quelle loi qui peut être passée au fédéral ou par les provinces. Donc, l'impérialisme est représenté par MacDonald et McCarthy. MacDonald et McCarthy, donc, qui vont être des figures importantes. Donc, par exemple, à la Première Guerre mondiale, quand le Royaume-Uni avait déclaré la guerre pour le Canada, donc eux, ils étaient contents, les impérialistes. Après, on a le nationalisme canadien-français qui va être représenté dans le fond par les Canadiens français, donc les Québécois. Je vous rappelle qu'à l'époque, le terme québécois n'existe pas. Les Canadiens français sont considérés comme étant les Québécois. C'est pour ça que l'équipe de hockey s'appelle les Canadiens de Montréal, parce qu'à sa création, le terme québécois n'existait pas. Donc, quand on te disait que tu es un Canadien français, en fait, on faisait allusion à ceux qui parlaient français. Donc, eux, ils ont zéro attachement à l'Empire britannique, à la base. L'Empire britannique a gagné contre l'Empire français, donc eux, ils se sentent évidemment, ils n'ont pas d'allégeance envers l'Empire britannique. Ils sont contre le soutien militaire à l'Empire britannique dans ces conflits, évidemment. Donc, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, au territoire du Québec, au territoire où on a la majorité des Canadiens français, la majorité ne voulait pas faire la guerre. Ils ne voulaient pas aller se battre pour une nation, un empire qui les a dominés, puis qui veut les assimiler, puis qui les maltraite, etc., etc. Donc, eux, ils sont pour, évidemment, la défense des droits linguistiques, donc la langue française, et aussi la religion catholique. Donc, je vous rappelle que les Canadiens français, les francophones sont catholiques, les Anglais sont protestants. Et ils sont pro une autonomie du gouvernement provincial du Québec face à un gouvernement fédéral. Donc, ils veulent que le Québec, ils veulent que les provinces, et surtout la province du Québec, ait son mot à dire au niveau du fédéral. Elle ne va pas se contenter de simplement suivre les directions du fédéral. Et justement, ils sont contre l'ingérence du gouvernement fédéral. Ça veut dire qu'ils sont contre le fait que le fédéral vienne et veulent toujours s'occuper des affaires des provinces, même dans leurs propres compétences. Donc, ils sont pro-autonomie face à l'Empire britannique. Ils veulent l'autonomie. Ils ne veulent pas être sous la tutelle. Donc, quand on voit ça, l'impérialisme, on peut dire qu'un de ses dignes représentants, un de ses dignes descendants, dans un sens, on peut parler, si on va dans les époques plus récentes, surtout ce qu'on a vu, vous et moi, en classe, on peut dire que l'impérialisme, c'est Pierre Elliott Trudeau représentait bien, dans un sens, l'impérialisme. Pas à tous les niveaux, mais quand même. Donc,
Par exemple, il veut qu'un gouvernement fédéral fort qui s'impose au gouvernement provincial. Donc, Pierre-Éliott Trudeau voulait un gouvernement qui était puissant, un gouvernement fédéral qui était rassembleur, qui va unifier le Canada. Euh, euh, donc, il n'était pas unilingue anglophone protestant, donc pour lui, ce n'était pas juste l'anglais, donc il encourageait un Canada multiculturel, mais par exemple, il ne voulait pas que le Québec commence à se séparer du reste du Canada. Et à l'inverse, ici, du côté du nationalisme canadien-français, on peut dire que René Lévesque, il avait quand même pas mal les mêmes idées. Donc, tous ceux qui étaient souverainistes au Québec pendant la Révolution tranquille, ils partagent quand même pas mal d'idées avec justement le nationalisme canadien-français. Donc, c'est pour vous dire que le combat, il date. Ce n'est pas quelque chose qui est né du jour au lendemain. C'est quelque chose qui date. Et on a aussi le nationalisme canadien. Le nationalisme canadien, c'est un peu des deux dans le ferrand. Donc, eux, ces deux-là, ils ne s'aiment pas. On peut dire que c'est des opposés. Donc, l'impérialisme, on peut dire que c'est plus des conservateurs parce qu'ils veulent que les choses restent telles qu'elles sont. Le nationalisme canadien, ils veulent que les choses bougent. Nationalisme canadien-français, pardon. Et tu as le nationalisme canadien au milieu, il veut rassembler tout le monde, on met en valeur l'existence des deux cultures, en réconciliation, hein, c'est entre les impérialistes et les nationalistes canadiens, on veut une population en harmonie, on veut de la démocratie, etc. Donc, ça va être Wilfrid Laurier qui va plutôt supporter. Et ici, le nationalisme canadien-français, c'est Honoré Morcier et Henri Bourassa. Donc, féminisme. C'est quoi le féminisme? Évidemment, le féminisme, c'est la lutte pour les droits des femmes. Donc, l'égalité entre les hommes et les femmes et la présence des femmes dans la sphère politique. Évidemment, on veut que les femmes veulent avoir le droit de vote, veulent avoir des rôles plus importants. Et on va avoir l'apparition de créations, donc l'apparition d'associations féministes. Donc, par exemple, le Montreal Local Council of Women en 1893, plus la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste en 1907. Donc, on a aussi les suffragettes. Voilà, on peut parler de causes. Donc, l'industrialisation et l'urbanisation fait en sorte qu'on a des disparités, des inégalités socio-économiques. On le constate quand on est dans la ville, qui vont être dénoncées justement par les femmes. Et on réclame une justice sociale. Au niveau des lois, au niveau du juridiquement parlant, la femme a un statut inférieur à celui de l'homme. Elles sont considérées comme des mineurs selon la loi. Toute leur vie, même si elles ont 60 ans. Donc, c'est soit elles sont sous la tutelle de leur mari, et dès qu'elles se marient, sous la tutelle de leur père, et dès qu'elles se marient, elles sont sous la tutelle de leur mari. Donc, pas de droit de vote, aucun droit de signer un contrat, pas le droit d'utiliser leur salaire. Quand elles vont à l'hôpital, elles peuvent avoir leur enfant qui est en train de saigner à moitié. Si l'homme n'est pas là pour signer les papiers à l'hôpital, ça bloque. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment... voilà, c'était une autre époque. Et donc, on veut des revendications, on veut le droit de vote, on veut être éligible à la candidature électorale, donc qu'on puisse avoir des femmes qui sont députées. On dit bonjour aux Anonymous Jackalope et Anonymous Chameleon. Alors, la mentalité de l'époque, justement, elle est très influencée par l'Église. N'oubliez pas que l'Église est ultra puissante. Et donc, la place des femmes aux yeux de l'Église, c'est au foyer et à faire des bébés. C'est triste, mais c'est ça. Donc, on a des salaires inférieurs à ceux de l'homme et les emplois accessibles aux femmes, évidemment, sont très limités. Donc, on n'a pas de médecin, pas d'avocat, pas de notaire. C'est toutes des professions réservées aux hommes. Les femmes n'ont pas accès à des études supérieures. Donc, on revendique l'accès à l'université, l'accès à la fonction publique, l'accès à la profession dans les domaines réservés aux hommes. On réclame des meilleurs salaires et surtout des salaires qui équivalent à celui des hommes. OK? Je mets une petite parenthèse pour parler aussi, au même moment, on a le mouvement ouvrier. Il faut que vous compreniez qu'avec la deuxième révolution industrielle, donc l'avènement de l'usine, l'industrialisation, l'urbanisation, tout ça, les gens travaillent dans des villes, ils travaillent dans des usines, ils travaillent pour quelqu'un. Okay? Et évidemment, on a toutes, au début, quand ça commence, c'est un petit peu la loi du Far West. Il n'y a pas vraiment de loi de protection, il y a zéro syndicat.
Je veux dire, les syndicats, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, etc. Il faut vraiment que vous dites que c'est quelque chose de nouveau, donc quelque chose de très profitable. Il n'y a pas de règlement qui va réguler les temps de pause, tout ça, ça n'existe pas. Donc évidemment, c'est des conditions de vie très difficiles. Donc, on continue. Bon, ben, la présence de l'Église, écoutez, c'est pas compliqué. L'Église est partout. L'Église veut aller partout. L'Église a de l'influence. Ils ont de l'argent. Donc, le cléricalisme, c'est la collaboration donc, avec les gouvernements provinciaux québécois, programme de colonisation, puis même de l'Église va s'unir avec certains politiciens, etc. Je vous laisse voir sur les mouvements de population. OK. 1867 à 1930, exode rural et la grande hémorragie continue. Donc, la cause, c'est qu'on a un manque de terres cultivables dans les milieux ruraux. Ben, le Québec, écoutez, hein, le Québec, c'est pas l'équateur, hein, c'est pas le soleil et les palmiers. Donc, on se rend compte qu'on a des terres difficiles à labourer et évidemment, ça provoque encore plus de personnes qui quittent, les villes, qui quittent les campagnes pour se rendre dans les villes comme Montréal. Donc, encore de l'urbanisation. La grande saignée, la grande hémorragie, donc l'émigration, faites attention, hein, quand on dit émis, ça veut dire que c'est les gens qui quittent. Quand on fait immigration, c'est les gens qui viennent. Donc, émigration des Canadiens français vers les États-Unis, donc il y a beaucoup de personnes qui s'en vont vers les États-Unis. Donc, le clergé catholique, je vous rappelle que les Canadiens français sont des catholiques, donc si eux, ils partent, ben, le clergé a automatiquement moins d'influence parce qu'on a les protestants de l'autre côté qui sont canadiens anglophones. Donc, le clergé catholique veut freiner l'exode rural et l'émigration des Canadiens français vers les États-Unis. Donc, on va collaborer avec le gouvernement provincial d'Honoré Mercier, qui va créer le ministère de l'Agriculture et de la Colonisation en 1888. On va ouvrir de nouvelles régions à la colonisation, comme les Outaouais, la Mauricie, le Saguenay, les Laurentides. Puis, on va mettre en place les réserves indiennes. Les réserves indiennes, donc, on va shipper tous les autochtones, puis on va les placer dans des endroits entre eux. Donc, encore un autre exode rural, deuxième raison. Donc, la population du Québec est encore majoritairement urbaine. Petite pause. Excusez-moi, il fallait juste que je retourne parce que je me suis rendu compte ici, c'était exactement ce qui était écrit un peu plus haut. Mais voilà, c'est à peu près le même principe. Donc, vous comprenez que ben, le mode de vie de la campagne va tendre à disparaître, va tendre qui était très majoritaire avant, va devenir quelque chose de minoritaire. OK, ça c'est vraiment important, c'est intéressant. Ça, j'ai envie quand même d'en parler parce que c'est la Grande Dépression ici, c'est mentionné, mais il faut expliquer d'abord le crash. Mais avant d'expliquer le crash, on va revenir un peu sur la Première Guerre mondiale. OK? La Première Guerre mondiale. Une guerre, là, tu sais, c'est toujours présenté comme étant quelque chose de très négatif et tout. Il faut que vous compreniez qu'une guerre, d'un point de vue économique, ça ramène de l'argent. Parce qu'on fait produire, tout le monde travaille, il n'y a pas de chômage, les industries se développent, on a ce qu'on appelle l'effort de guerre, donc on met beaucoup de fonds pour se développer parce qu'on doit créer des armes, on doit avancer technologiquement, etc. Donc, à la fin de la Première Guerre mondiale, les gens ils reviennent, les hommes sont partis, sont partis faire la guerre, les femmes reviennent ont goûté au travail, ils sont partis travailler dans des usines, etc. Elles ont vu qu'elles sont capables de faire le travail d'un homme, etc. Donc, tout le monde a de l'argent. En plus de ça, ils ne se sont pas vus les deux, hein, vu que bon, ben, les hommes sont à la guerre et les femmes travaillent. Donc, quand on revient, ben, tout le monde a de l'argent. Il faut que vous compreniez que quand il y a une guerre, tu ne vas pas aller t'acheter un sac Louis Vuitton ou vous comprenez? Donc, on économise et on fait de l'argent. Donc, les gens, ils reviennent, il y a une croissance économique, ce qu'on appelle les années folles. Entre 1920 et 1929, c'est les années folles. Pourquoi? Parce que on commence à sortir tout un tas de produits parce que les gens ont de l'argent. Quand tu as de l'argent, la première chose que tu as envie de faire, c'est de le dépenser. Donc, on a une augmentation du pouvoir d'achat et de la production des entreprises. Donc, je vous rappelle que les deux phases d'industrialisation ont servi à ça. Hein. Et donc,
Euh, on a aussi l'augmentation donc, des valeurs des entreprises à la bourse et le début de l'achat d'actions. Et aussi le crédit. Donc, je vous donne un exemple. Il n'y a pas d'enquête de crédit à ces époques-là. Toi, tu viens, tu sors de la Première Guerre mondiale en 1918, tu veux te lancer dans une entreprise de stylo. Tu prends un prêt bancaire qui va te le donner sans même pas se poser de questions et te donne un prêt bancaire de 100 000 $. Et toi, tu vas créer ton entreprise, ton usine de stylos, puis tu commences à produire 50 000 stylos. Sauf que tu n'es pas le seul à faire ça. Vous êtes peut-être 10 à faire ça. Même chose dans le marché immobilier, même chose dans tous les secteurs. Donc, il y a plein de gens qui construisent plein d'entreprises et tout. Waouh, c'est la folie. On a de l'argent, on a du cob, on investit, on crée des usines, etc., etc. On veut vendre. Puis mais à la fin, il y a beaucoup de personnes en fait qui ont eu les yeux très, très gros, mais qui n'ont pas pu assumer ensuite le retour. Donc, c'est quoi le retour? C'est que les gens produisent, produisent, produisent. Donc, il y a une offre incroyable, mais la demande, elle n'est pas encore au niveau de l'offre. On a déjà parlé de la loi de l'offre et la demande. S'il y a trop d'offres et qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, donc si moi je cherche un stylo, je suis un acheteur, puis j'ai eu 12 compagnies qui me vendent des stylos différents, ça veut dire que j'ai le choix et j'ai le contrôle. C'est moi qui décide. C'est moi qui va décider où est-ce que je mets mon argent. Donc, les prix vont vers la baisse. Donc, il y a un ralentissement de l'offre, il y a une surproduction des entreprises, accumulation des produits non vendus qui va engendrer une baisse de prix. C'est comme l'effet inverse de la PlayStation 5. Si on n'avait pas assez de PlayStation 5, le prix a monté, comme vous avez vu, on le sait. Hein. Il n'y avait tellement pas assez de PlayStation 5 qu'il fallait que tu en achetais une neuve d'un magasin, tu pouvais le revendre 300-400 $ plus cher dans le marché. Mais là, si c'est l'inverse, s'il y a trop de PlayStation 5, le prix va à la baisse parce qu'il faut liquider les stocks. Ça, c'est ce qui s'est passé avec les années folles. Donc, la baisse de prix, donc là, les investisseurs, ils voient que les choses vont mal. Donc, on a la baisse de la valeur des entreprises à la bourse, baisse de rentabilité, baisse de production. Et donc, c'est tout une chaîne, en fait. C'est des dominos. Et il y en a un qui tombe, les autres suivent. Si tu produis moins, tu fais moins d'argent. Donc, les investisseurs ne croient pas en toi. Un investisseur, c'est quelqu'un qui investit. S'il voit que ton entreprise ne va pas bien, il se retire. Donc, tu n'as plus d'argent. Il faut que tu rembourses la banque. Hein. La banque, elle t'attend. Sauf que la banque, elle a donné de l'argent à tout le monde. Mais là, il y a presque la majorité qui ne peuvent plus les rembourser. Donc, il manque de l'argent. Tout ça, donc, tu as moins de pouvoir d'achat. Si tu as moins de pouvoir d'achat, on commence à renvoyer les gens. Si on congédie les gens, ils ne peuvent pas travailler. Donc, ils ont moins de pouvoir d'achat. Donc, ils ne peuvent pas acheter. Donc, ça fait ralentir l'économie. C'est vraiment tout un cercle vicieux. Et ça va venir, et ça va atteindre un moment où ce que les investisseurs vont paniquer et vont vouloir vendre toutes leurs actions. Tout le monde va vouloir vendre tout ce qu'ils avaient acheté. Et là, c'est l'explosion du marché. Et c'est l'effondrement de la bourse. Il faut que vous compreniez que les États-Unis, à ce moment-là, c'est une puissance mondiale parce qu'ils ont énormément contribué à la Première Guerre mondiale, même si eux, ils n'ont pas eu beaucoup de pertes. Hein, ils ont énormément produit pour leurs alliés. Donc, tout le monde était concerné. La bourse des États-Unis était la bourse la plus puissante. Donc, si les États-Unis coulent au niveau du crash boursier, ça impacte presque tout le monde occidental. Donc, on a les années de Grande Dépression, qui sont dans les années... Le crash boursier, il est en 1929, donc la Grande Dépression. Après les années folles, on a le crash et après, on a la Grande Dépression, parce que c'est vraiment une période difficile. Et là, on va mettre en place des mesures protectionnistes par les États-Unis. OK? Donc, protectionniste, ça veut dire quoi? Comme on a vu dans la première vidéo, protectionniste, ça veut dire on arrête d'ouvrir nos frontières, puis de communiquer tout le monde, puis de partager avec tout le monde nos marchandises. On va se fermer un peu, fermer les frontières et se concentrer sur notre pays, notre territoire. Donc, on a beaucoup d'investisseurs américains qui vont arrêter de justement quitter et d'aller au Québec, au Canada, etc. Donc, on a une baisse d'exportation pour le Québec et le Canada. Donc, on a une baisse d'exportation des produits américains vers le Québec et le Canada. Donc, ça fait beaucoup de faillites et de fermetures des entreprises au Québec et au Canada, parce que le Québec et le Canada, un peu comme jusqu'à aujourd'hui, on dépend beaucoup des Américains. C'est la réalité.
Je veux dire, aujourd'hui, on est peut-être quoi, à 40 millions, gros max. Aux États-Unis, ils sont presque 400 millions d'habitants. Ils ont un marché intérieur, donc le marché américain, juste à l'intérieur des États-Unis, est beaucoup plus développé parce que déjà, ils ont 10 fois plus de population que nous, donc beaucoup plus de demandes que nous, etc. OK? Donc, ben, hausse du chômage, hein? Et donc, c'est la pauvreté, la misère. Donc, la conséquence, c'est une pauvreté et une misère. Et quand je vous dis un truc là, je vous l'avais dit en classe, je vous le répète, quand on est dans une période de crise, peu importe c'est quoi, que ce soit la COVID, que ce soit une crise économique, une récession, comme il y a eu crash boursier, que ce soit une guerre, politiquement parlant, on va toujours vers les extrêmes. On va toujours vers les extrêmes. On ne peut plus se contenter de quelqu'un qui est au centre, qui veut essayer de rassembler tout le monde et qui ne bouge pas. Il faut que soit quelqu'un va être dans l'extrême gauche, donc vraiment libérateur et tout, libéralisme économique, tout ça. Soit on va aller dans l'extrême droite, on va être un peu plus socialiste, on va intervenir dans l'économie, etc. Donc, il faut pas confondre la gauche et la droite politique et économique, c'est deux choses différentes. Donc, l'abandon provisoire du laisser-faire économique, parce qu'on avait ce qu'on appelle le laisser-faire économique, c'était une politique qui était un peu comme les États-Unis aujourd'hui, c'est que l'État n'intervient pas. Hein? Puis à cette époque-là, c'était Maurice Duplessis et Godbout. Ben, surtout Maurice Duplessis, lui, était connu pour ne pas intervenir. Donc là, euh, on va laisser faire, on va abandonner un peu le laisser-faire économique, donc caractéristique du capitalisme, libéralisme économique, absence de l'intervention de l'État, exactement ce que je viens de dire. Et on va adopter l'interventionnisme par les gouvernements fédéraux et provinciaux, donc des mesures interventionnistes. Donc on intervient dans l'économie, un peu ce qui s'est passé beaucoup plus dans la Révolution tranquille, mais c'était déjà des bribes. Donc l'État va commencer à travailler. Donc on va faire des programmes de travaux publics. L'État va lancer des programmes de travaux publics. Donc on va réparer, construire des routes, des ponts, des aqueducs, des édifices publics. Donc ça donne des emplois pour les chômeurs. Donc on fait des secours directs, on fait de l'aide financière sous forme de coupons, de chèques. On fait des camps de chômeurs pour hommes célibataires. On fait de la colonisation dirigée en collaboration avec les clergés catholiques. Donc, on encourage le mode de vie agricole. Tu sais, on essaie de revenir aux sources. Parce que là, il y a eu tellement une explosion d'industrialisation, de consommation, de production que là, wow, on revient un peu aux bases. OK. Donc, ça, c'est tout ça. Et je vous dis un truc. Hein, la Grande Dépression de 1930 à 1939 a causé la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a sauvé toute la planète, a sauvé la planète du chômage. Ben oui, ben oui. La Deuxième Guerre mondiale et le résultat va mettre fin à la Grande Dépression. C'est fini. Parce que on passe d'un état où est-ce que tout le monde est au chômage. C'est la hesse, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail. Maintenant, tu es en guerre. Boum, tu es en guerre, c'est dead. Tu es en guerre, il se passe quoi? Tous les hommes sont réquisitionnés. Tous les hommes deviennent des soldats. Les femmes vont travailler, vont à l'usine. Industrie, ça retourne. Maintenant, c'est l'industrie de guerre. Let's go, il faut faire des armes, il faut faire des avions, il faut faire des chars, il faut faire des voitures, il faut faire des cartouches, il faut faire des obus. Ça relance l'économie. Hein? La guerre, ce n'est pas juste oh, je t'aime pas. Non, non, non. Toujours de l'argent. Toujours l'argent. Donc, on continue. Le statut de Westminster, ça, vous le savez déjà. Le statut de Westminster, donc, la différence entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'entre les deux, il y a eu le statut de Westminster au niveau du Canada qui a fait en sorte que le Canada avait déclaré pour eux-mêmes la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'à la Première Guerre mondiale, c'était justement le Royaume-Uni qui l'avait fait pour eux. Donc, là, le statut de Westminster, ça donne le statut autonome du Canada en matière de politique extérieure. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne la politique intérieure, euh, le Canada aura son indépendance réellement en 1982, quand il y aura le rapatriement de la Constitution.
Ça vous en rappelez. Parce que jusqu'en 1982, à chaque fois qu'il y avait des modifications au niveau de la Constitution, il fallait passer par le Royaume-Uni, qui, eux, avaient le papier et ils avaient la Constitution. Mais en 1982, ça va vraiment être la vraie souveraineté du Canada, autant dans les relations externes que tout ce qui est interne. OK, Duplessis. Donc, le premier gouvernement de Duplessis. Duplessis, chef de l'Union nationale. Attends, je vais juste continuer à voir qu'est-ce qu'on a ici. OK. OK. Je vais m'arrêter. Je vais me rendre jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Après, je vais m'arrêter. OK. Ben, écoutez, le premier gouvernement de Duplessis, ben, Maurice Duplessis, donc, c'est un chef de l'Union nationale. Donc, lui, il est très, très cléricaliste et pour l'agriculture. Donc, et il va aussi prôner l'autonomie provinciale. Donc, Maurice Duplessis, c'est quelqu'un qui a des valeurs du Canadien français. Il aime beaucoup l'Église catholique. Il aime l'agriculture. Il n'est pas trop. En fait, il ne va pas vraiment intervenir dans l'économie. Il va encourager l'agriculture. Il va être très, très anti-syndicaliste et anti-mouvement ouvrier parce qu'à ses yeux, ça se rapproche du communisme. Et lui, il est très, très anticommuniste. Et donc, lui, il est pour le capitalisme et le libéralisme économique. Donc, on laisse faire. Moi, je suis le Premier ministre du Québec, mais je ne m'occupe pas de l'économie. Donc, beaucoup d'investisseurs et la classe bourgeoise qui va s'en occuper. OK? Donc, c'est vraiment en résumé. Euh, donc, l'anti-communisme, donc la loi du cadenas en 1937, ça, c'est un exemple. C'est que, dans le fond, les syndicats étaient quasiment illégaux. Ensuite, 1939 à 1944, lui, il a été là pendant la Deuxième Guerre mondiale, carrément. Donc, Adélard Godbout, chef du Parti libéral, donc le premier ministre du Québec au niveau provincial. Donc, lui, il va être progressiste, justement. Il va être plus dans la gauche. Il va être contre le monopole des entreprises et anti-conscriptionnisme. Conscriptionnisme, c'est la conscription. Je vais juste aller confirmer parce que je n'ai pas envie de vous mettre en erreur. Là, même moi, j'ai un petit doute. Donc, je vous reviens. OK, j'ai fait ma petite recherche. Donc, une conscription, c'est quand le pays t'oblige à aller à la guerre. Donc, Godbout, il est contre ce fait-là. Donc, il est progressiste, il va faire la loi des relations ouvrières, qui va soutenir les classes ouvrières. Donc, lui, c'est un petit peu l'inverse de Duplessis. Il accorde le droit de vote aux femmes et aux élections provinciales, ça c'est important. Donc, la loi sur la fréquentation scolaire obligatoire, plus la gratuité scolaire, donc ils rend l'école gratuite pour les Canadiens français. Donc, ils vont avoir plus d'accès parce que ça coûtait avant. Donc, il va être contre le monopole des entreprises. Donc, il va nationaliser la Montreal Light Heat and Power Company qui va créer Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec va naître en 1944 et aura vraiment son pouvoir au moment de la Révolution tranquille. Donc, lui, il est contre le conscriptionnisme, mais il ne fait pas vraiment grand-chose. Genre, il déclare, c'est beau de parler, mais dans les actions. Et faible position en matière d'autonomie provinciale fiscale. Il ne s'oppose pas aux fortes ingérences du gouvernement fédéral dans les champs de compétences provinciales. Il appuie le gouvernement fédéral de Mackenzie dans le transfert constitutionnel. Donc, grosso modo, Godbout, il va donner quelques droits aux classes ouvrières pour l'école et tout, mais concrètement, il ne tient pas sur le bout de son bâton dans tout ce qui est l'autonomie du Québec et l'indépendance du Québec dans le sens où le Québec a ses choix provinciaux, ses compétences, mais il va beaucoup laisser faire par rapport à tout ce qui est fédéral et donc Duplessis revient. Entre-temps, la Deuxième Guerre mondiale, écoutez, Deuxième Guerre mondiale. Comme je vous dis, la Deuxième Guerre mondiale, c'est une conséquence du traité de Versailles. Le traité de Versailles qui avait été signé à la Première Guerre mondiale, qui a été très, très punitif envers ceux qui ont perdu la guerre, notamment les Allemands. Et aussi, c'est une conséquence de la Grande Dépression. Donc, le Canada va quand même être un pays autonome parce que, comme je l'ai dit, il y a eu le statut de Westminster, donc les Canadiens sont mobilisés dans l'effort de guerre. On va travailler dans l'industrie de guerre, dans la production
production de matériel militaire. Donc, le Canada va quand même beaucoup contribuer. Les hommes sont partis combattre en Europe. Donc, on a besoin dans l'industrie de guerre, dans la production, on a besoin des femmes. Donc, les femmes vont être mobilisées. Contribution importante des femmes. Et les femmes, elles vont se rendre compte, en travaillant dans les usines que les hommes faisaient, qu'elles sont capables de non seulement faire le travail des hommes, mais peut-être mieux de le faire dans beaucoup de cas. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, quand les femmes sont parties travailler pendant 6 ans, là, elles vont se dire, ben là, vous croyez que je vais juste retourner à mon poste de femme à la maison comme ça, tranquille? Ben non. Je viens de vous prouver, je viens de me prouver, je viens de prouver à ce que vous voulez que je suis capable de faire la job. OK? Donc, évidemment, ça va contribuer à l'émancipation des femmes et qui va favoriser la cause féministe. Donc, le droit de vote aux élections provinciales de Québec pour les femmes en 1940. Québec qui est, en passant, la dernière province à donner le droit de vote aux femmes. Donc, on a besoin de ressources financières pour l'effort de guerre. Donc, le gouvernement fédéral emprunte aux banques et s'endette. On va utiliser les taxes provinciales et les impôts. Donc, on va développer, avec l'industrie de guerre, on va développer justement le secteur d'industrie, l'industrie lourde, minière, métallurgique et chimique. Donc, le Canada sort de la crise économique parce que, comme je vous ai dit, la guerre, ça sauve l'économie d'un pays qui est en crise. C'est la réalité. C'est la réalité. Voilà quoi. Donc, on va résumer un petit peu. De toute façon, je vais résumer tout ça à la prochaine vidéo, mais vous devez comprendre que on a beaucoup de choses quand même dans cette partie-là. Donc, on a d'abord les Canadiens français et les impérialistes qui sont contre l'un l'autre et qui vont toujours s'affronter dans un sens. Il faut que vous compreniez que donc, on aura d'abord la cause féminine va progresser. On a eu la Première Guerre mondiale où est-ce que les Canadiens français ne vont pas vouloir participer, les Anglais vont vouloir participer. Avant ça, on a eu un exode rural, on a eu l'industrialisation. Donc, la deuxième phase d'industrialisation, c'est l'industrie électrométallurgique, donc surtout l'aluminium et évidemment l'hydroélectricité, donc l'eau. On va avoir un exode rural où est-ce que la population urbaine va dépasser la population rurale. Ensuite, donc, on a la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, après ça, on a les années folles où est-ce que tout le monde commence à produire, puis investir partout. Après, on a le crash boursier. Le crash boursier va amener la Grande Dépression qui va faire en sorte qu'on va arrêter le libéralisme économique, donc le laisser faire, et les gouvernements vont commencer à s'investir, à faire de l'interventionnisme. La Grande Dépression sera arrêtée par la Deuxième Guerre mondiale qui va permettre au Canada de relancer son économie. Je vous rappelle que la Deuxième Guerre mondiale, le Canada déclare la guerre eux-mêmes et non pas via le Royaume-Uni grâce au statut de Westminster. Donc voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Prochaine vidéo, probablement ce sera 2 autres vidéos parce que là, je me rends compte que les derniers stocks, ça va être assez chargé. Je vous remercie à tous et à toutes d'être restés jusqu'à la fin avec moi. Je vous rappelle que tout ça, c'est pour vous. Je suis chez moi, on est le week-end. Écoutez, j'avais zéro obligation de faire ça, mais j'ai envie de le faire parce que je tiens à vous, je tiens à votre réussite. Je veux que vous compreniez qu'on est là pour vous supporter avant tout. Donc, sur ces belles paroles sages, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et on se revoit très rapidement pour la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Et c'est terminé.